L'année dernière, j'avais eu l'occasion de parler de semi-conducteurs et je m'étais dit que cette année, j'allais changer de sujet et que ma marque de fabrique Web Today, ce serait tous les ans de vous faire découvrir un sujet nouveau et de jouer un peu le rôle d'un prof de terminale à ceux qui n'ont pas passé le bac, ou n'ont pas passé le bac récemment, pour mettre à jour leurs connaissances. Et donc cette année, j'ai décidé d'être prof de terminale en biologie moléculaire et de vous faire découvrir un sujet dont on parle beaucoup dans les médias en ce moment, autour de cette thématique de la singularité, qui est l'ADN. Alors l'ADN, ça fait fantasmer beaucoup de gens, ça fait fantasmer aussi beaucoup d'entrepreneurs. On entend beaucoup parler dans la Silicon Valley d'entrepreneurs qui se lancent dans ce domaine-là. On entend parler aussi beaucoup des efforts de Google dans ce secteur, avec notamment des sociétés qu'il a été amené à financer comme 23andMe. Et en fait, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de défricher ce sujet-là et de repartir à zéro, de dire qu'est-ce que c'est que l'ADN et de se poser des questions fondamentales. Alors les questions que je vais essayer de vous poser aujourd'hui, en tout cas d'y répondre, c'est à quoi ça sert l'ADN dans la vie en général, finalement pourquoi on s'amuse à le séquencer et comment ça fonctionne ce séquençage, quelles sont les technologies qui sont derrière, aussi bien en termes de biologie, chimie que informatique, combien ça coûte aussi. On entend beaucoup parler du séquençage à 100 $ et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est de ce côté-là. Et puis, qui sont les acteurs de ce marché-là? Quelles sont les sociétés, les grandes, les petites, les moyennes, les startups qui sont présentes dans ce marché-là? Et puis finalement, à quoi ça va aboutir en termes d'amélioration de notre vie? À quoi ça sert? Parce que c'est bien le tout de créer des grandes banques de données avec du séquençage, mais finalement, est-ce que ça va nous améliorer notre vie ou est-ce que ça va simplement servir aux assurances pour nous faire augmenter nos primes quand on est en mauvaise santé? Et ce qui est le plus mauvais scénario qui pourrait nous arriver. Donc voilà l'objectif de cette intervention. Donc c'est parti. Alors premier point, à quoi ça sert l'ADN? Alors pour ceux qui ont quand même fait des études, on sait que l'ADN c'est un brin torsadé avec ce qu'on appelle des bases qui permettent de coder la vie. Alors en fait, l'ADN sert à plusieurs choses dans la vie. Il sert d'abord et fondamentalement à encoder les protéines. Il faut savoir que tout le fonctionnement de nos cellules, dans le vivant, aussi bien pour les plantes que pour les espèces animales, fonctionne sur des protéines. Tout le cycle de la vie, c'est des protéines. Tout le cycle énergétique dans la cellule, qui fait que nous avons de la chaleur, que nous avons aussi des mouvements, nous sommes capables d'avoir des muscles qui nous font bouger, tout ça, c'est basé sur la création de protéines dans le noyau des cellules, et ces cellules permettent donc de faire fonctionner la vie. L'ADN sert aussi à dupliquer les cellules. Le vivant fonctionne sur le fait que des cellules se coupent en deux et se multiplient. Alors c'est valable aussi bien pour des cellules que pour des virus et des bactéries. Donc l'ADN sert au meilleur et au pire. Les bactéries nous servent à vivre, puisqu'on a plein de bactéries dans l'estomac, ça nous sert à digérer, mais dans certains cas de figure, les bactéries peuvent générer des pathologies, et les virus, qui sont des cas particuliers de toutes petites espèces vivantes qui sont très importantes dans le vivant, eh bien, les virus peuvent générer des problèmes aussi bien qu'être parfois des vecteurs de transmission de thérapie. Donc le virus, comme les bactéries, peut servir au meilleur comme au pire. Troisième élément, ça sert à la reproduction. Les cellules qui se reproduisent à l'identique, ça c'est les cellules qu'on a dans le corps. Il y a plein de cellules qui se reproduisent, certaines ne se reproduisent pas, notamment les cellules nerveuses. Eh bien, les cellules, elles se multiplient aussi, mais pour recréer le vivant. Donc là, c'est les spermatozoïdes, les ovules, et ça permet de créer des petits bébés et de faire en sorte que l'espèce humaine continue à survivre. L'ADN a un autre rôle qui est très important, c'est que dans les espèces vivantes qui ont plus qu'une cellule, il faut savoir que d'ailleurs sur la Terre, la moitié du poids du vivant, ce sont des organismes monocellulaires. Et l'autre moitié, ce sont des espèces multicellulaires, donc animales ou végétales. Et ces espèces-là, elles ont une caractéristique, c'est que dans un être vivant, notamment l'espèce humaine, on a plein de cellules différentes, mais qui à l'origine ont le même ADN. C'est-à-dire que c'est le même ADN qui permet d'avoir des cellules nerveuses, telles que celles dans l'image ici, que des cellules musculaires, des cellules qui transportent l'oxygène dans le sang, l'hémoglobine, et les globules rouges, pardon, qui utilisent l'hémoglobine. Et toutes ces cellules sont différentes, et pourtant elles sont toutes basées sur le même ADN. Donc la grande question qui se pose pour les biologistes, c'est comment on fait dans l'espèce vivante pour que le même ADN serve dans différentes cellules du corps ou différentes cellules des espèces végétales pour générer des cellules qui sont différentes. Et donc on appelle ça l'expression des gènes, c'est-à-dire la capacité de l'ADN et de tout ce qu'il y a autour à faire en sorte que les cellules soient différenciées dans les espèces vivantes. Et puis l'ADN joue un autre rôle très important, puisqu'on pense que le premier ADN a plusieurs milliards d'années d'existence, c'est que l'ADN a contribué à l'évolution de la vie et à ce qu'on appelle le darwinisme, c'est-à-dire c'est l'ADN qui, en se modifiant et en s'adaptant à l'environnement, fait que les espèces évoluent.
fait que les espèces résistent au froid ou à trop de chaleur. Les espèces ont évolué dans l'ère végétale. L'homme a évolué, parce que l'homme vient du singe, il paraît, et on sait le prouver d'ailleurs maintenant avec les analyses de l'ADN. Donc l'ADN, c'est tout ça, c'est beaucoup de choses l'ADN. Alors le fonctionnement de l'ADN, moi, m'émerveille, parce que finalement, le vivant, c'est de la chimie. Vos émotions du moment, en m'écoutant, c'est de la chimie. C'est une chimie compliquée, hein. Vous me voyez, vous avez des cellules dans l'œil qui transmettent au cerveau avec 1 million de transmissions parallèles dans le cerveau. Vous interprétez ce que vous entendez, ce que vous voyez, avec les cellules qui viennent aussi des oreilles, et ça remonte, ça génère de l'adrénaline, de la cortisone, tout un tas d'hormones qui sont générées par vos cellules, et c'est ça qui crée les émotions et l'apprentissage. Et tout ça, à la base, ça fonctionne sur des réactions chimiques fondamentales. Et il y a 2 à 3 réactions chimiques que j'ai mis ici dans ce schéma, qui c'est un peu compliqué, qui sont fondamentales et qui expliquent beaucoup de choses de la vie. C'est des sortes de primitifs chimiques de la vie. Dans l'ADN, il y a des brins, en fait, qui relient les bases les unes aux autres, et les brins sont reliés entre eux. Et l'ADN, il a tendance à se séparer en 2 pour se répliquer, ou on le sépare en 2 pour pouvoir créer des protéines. Et les 2 liaisons chimiques qui sont dans le dessin ici sont fondamentales. Les liaisons chimiques qui relient les bases entre elles sont à forte énergie, c'est-à-dire qu'elles sont très solides, et les liaisons chimiques qui relient les 2 brins entre eux sont à faible énergie. C'est des liaisons hydrogène en général, hydrogène-azote. Et le fait que ces liaisons chimiques entre les 2 brins soient à faible énergie fait qu'il est facile de séparer les 2 brins de l'ADN. Et donc c'est ça qui fait la vie, c'est ça qui permet de créer des protéines, et c'est ça qui permet de reproduire les cellules. A contrario, la pérennité de l'ADN dans notre corps et dans les espèces vivantes est liée au fait que ce qui relie les bases entre elles est à forte énergie. Donc cette dualité entre forte énergie et basse énergie explique beaucoup de choses dans le vivant et dans tout ce que je vais vous raconter qui suit. Alors dans l'ADN, je vais très vite parce que j'ai peu de temps, donc je ne vais pas tout rentrer dans le détail. Il y a un mécanisme fondamental qui est donc cette capacité de l'ADN à se répliquer. C'est le schéma que vous avez ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les processus qui mettent en jeu l'ADN, que ce soit sa réplication ou que ce soit la création des protéines à la base de l'ADN, ils mettent en œuvre énormément de composantes chimiques. Ici, on en voit quelques-unes. Vous voyez que dans le processus de réplication de l'ADN, il y a un petit triangle bleu. Ce petit triangle bleu, c'est une protéine spécialisée qui s'appelle une hélicase, et son rôle, c'est de couper l'ADN en 2, de la séparer, pour permettre à d'autres protéines, notamment l'ADN polymérase qui est plus loin, de répliquer l'ADN et de rajouter des bases une par une pour faire en sorte qu'une copie parfaitement exacte, d'ailleurs en général elle n'est pas parfaitement exacte, mais une copie plus ou moins parfaitement exacte du modèle soit répliquée pour qu'à la fin on ait 2 brins d'ADN qui soient à l'identique de celui qui a servi de modèle. Et tout ça, c'est à la base, c'est géré par au minimum hein, une bonne quinzaine de protéines différentes. Et ces protéines sont elles-mêmes générées par l'ADN. Donc on a un espèce de système compliqué dans la cellule et dans le noyau de la cellule qui fait que l'ADN se reproduit. Et parfois, il y a des molécules qui sont extraordinaires. J'ai découvert une molécule qui s'appelle la topoisomérase 2. C'est une molécule que j'appelle la molécule David Copperfield. C'est une molécule qui est capable de désemberlificoter l'ADN quand il est emmêlé dans les noyaux des cellules. Parce que l'ADN, quand il se reproduit dans les cellules, quand il crée des protéines, en fait, c'est un espèce d'énorme plaque spaghetti. Et parfois, le plaque spaghetti, il crée des nœuds. Et donc, il y a une molécule qui s'appelle la topoisomérase qui est capable, comme je vous montre dans le petit dessin, de défaire les nœuds. C'est comme les tours de magie avec des ficelles. Vous savez, mettez 2 ficelles comme ça, et hop, elles se séparent. Et donc, il y a des molécules qui jouent ce rôle-là pour permettre aux vivants de fonctionner. Alors, l'autre processus fondamental dans l'ADN, c'est la capacité à générer des protéines. Et c'est un processus qui, lui aussi, est extrêmement complexe. Comment ça fonctionne? Dans les cellules dites eucaryotes, c'est-à-dire les cellules des plantes et des animaux, il y a un noyau et il y a un ADN qui sert à coder des protéines. Et dans les cellules dites eucaryotes, en général, ce qui se passe, c'est que tout l'ADN de la cellule ne sert pas à encoder des protéines. Il y a ce qu'on appelle des introns et des exons. Les exons, c'est la partie de l'ADN qui code des protéines, et les introns, c'est la partie qui est entre les deux. On ne sait pas trop à quoi elle sert, on commence à apprendre petit à petit à quoi ça sert, et qui est entre les deux. Et donc il y a un processus biologique qui est absolument dingue, qui consiste à utiliser d'abord l'ADN polymérase, qui est une énorme molécule, une énorme protéine, qui est capable de répliquer en fait les bouts d'ADN pour créer ce qu'on appelle de l'ARN, un ARN messager. C'est en fait une demi-ADN un petit peu bidouillée, qui va servir de modèle pour créer des protéines. Et il y a une autre molécule qui s'appelle un splicéosome, qui est en fait une autre protéine très complexe, qui, elle, est capable, presque aussi comme un tour de magie, d'enlever, grâce à des marqueurs bien précis, toute la partie non codante de l'ADN, de l'ARN en l'occurrence ici,
pour créer le trait rouge unifié que vous voyez en troisième ligne dans mon dessin que j'essaie de voir dans mon écran de contrôle, et qui est là la séquence qui va permettre de coder la protéine. Et derrière, tout ce machin passe au travers d'un trou dans une énorme protéine qui s'appelle un ribosome, et au travers du trou, qui va récupérer des peptides, qui sont des molécules qui résultent du processus biologique de la cellule, qui vont permettre de générer des protéines. Donc oui, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et il y a tout un tas de facteurs, ce qu'on appelle les facteurs, qui sont en général une soupe de protéines qui fonctionne dans la cellule, qui va faire en sorte que ce système-là fonctionne ou pas. Puisque dans une cellule nerveuse, les protéines qui vont être générées ne vont pas être les mêmes que dans une cellule musculaire, ou dans une cellule de l'œil, ou dans une cellule d'un ongle ou d'un os. Donc chaque cellule va être différenciée, donc chaque gène va générer une protéine de manière différenciée en fonction de chaque cellule. Voilà à quoi ressemble un ribosome. Le ribosome, c'est cette espèce d'énorme molécule qui sert à générer la protéine. Et ce ribosome, et c'est là où on voit la manière dont le vivant a évolué sur plusieurs milliards d'années, c'est un truc absolument magique. Le ribosome, c'est en fait 4 protéines qui sont mises ensemble et qui sont entourées d'un ARN messager qui se replie sur lui-même et qui entoure les protéines et qui va jouer ce rôle magique qui est de générer une autre protéine. Et donc, vous allez dire, d'où ça vient ça? Ça vient d'un processus d'évolution qui a été extrêmement lent, qu'on sait recomposer aujourd'hui, qu'on sait reconstituer aujourd'hui, qui a démarré il y a des milliards d'années, qui a commencé avec les premières bactéries et les premiers virus, qui après s'est retrouvé dans des cellules avec des noyaux, et qui après s'est retrouvé dans des organismes multicellulaires, qui petit à petit, en général sous l'eau, ont donné lieu à l'apparition de poissons, enfin de toutes les espèces amphibies, puis après à des espèces aérobies, c'est-à-dire respirant de l'air. Et il faut savoir qu'à l'origine, les espèces vivantes ont commencé à se développer dans un environnement où il n'y a pas d'oxygène. Et ce sont les espèces vivantes végétales qui ont créé l'oxygène qu'il y a sur la planète, qui après ont permis à d'autres espèces vivantes de décoller. Il faut savoir que ce processus chimique extrêmement complexe, on n'a pas fini de le décoder. Et régulièrement, on voit des chercheurs dans le monde entier qui découvrent sans arrêt le fonctionnement de nouvelles protéines. Je vous ai donné un exemple ici. On a découvert un régulateur de l'expression des ribosomes qui permet à des protéines d'être générées. Et ça, c'est une recherche dont les travaux ont été publiés cette année. Donc régulièrement, on apprend de nouvelles choses sur le fonctionnement de la cellule. On ne sait pas encore comment fonctionnent toutes ces protéines dans les cellules. Dans une cellule animale, il y a plein de choses, c'est très compliqué. Il y a un noyau, il y a tout un tas d'appareils spécialisés, il y a des mitochondries qui sont des restes de bactéries qui ont été absorbées par des cellules il y a plus d'1 milliard d'années et qui sont en fait des espèces de petites usines à énergie dans la cellule qui produisent les molécules qui servent à générer l'énergie qui est consommée ensuite dans le reste de la cellule. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et les mitochondries, il faut savoir, ont elles-mêmes leur propre ADN. Ce n'est pas un ADN en forme de chromosome, c'est un ADN en fait circulaire qui sert à encoder une quinzaine de protéines. Et sachant que la mitochondrie, pour fonctionner, a besoin de protéines qui elles-mêmes viennent du noyau de la cellule. Donc on a une espèce d'énorme usine à gaz en fait. En l'occurrence, une usine chimique plutôt en phase liquide que dans un gaz. Mais la cellule, en tant que telle, c'est une énorme usine à gaz. D'ailleurs, j'ai trouvé ce schéma qui décrit l'usine à gaz. Ça, c'est le schéma c'est un schéma parmi 3-4 qui décrivent uniquement le métabolisme énergétique d'une cellule. C'est-à-dire que dans une cellule, il y a toutes ces réactions chimiques, on ne les voit pas, hein. J'ai essayé de prendre une résolution aussi grande que possible dans le truc que j'ai récupéré sur Internet, mais chacun de ces bouts-là, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le processus chimique de la cellule. Mais c'est juste pour l'énergie. C'est-à-dire que quand on consomme de l'énergie dans une cellule pour générer de l'énergie physique, soit chimique, soit une énergie motrice, il y a tout un tas de réactions qui ont lieu, qui sont générées par tout ça. Et l'ADN est juste un tout petit bout de l'ensemble du fonctionnement des protéines dans une cellule. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la manière dont l'ADN est construit. L'ADN, c'est une sorte de système en poupée russe. Au départ, l'ADN, c'est la fameuse hélice qui a été découverte par Crick et Watson dans les années 50-60. Mais cet ADN, il est embierlificoté autour de grosses protéines qu'on appelle les histones. C'est ces espèces de petits disques jaunes que j'ai sur le schéma là. Et donc l'ADN s'entoure autour. Et ces mêmes histones elles-mêmes sont elles-mêmes embierlificotées autour de filaments qui eux-mêmes s'agglomèrent et donnent à la fin des chromosomes. Mais il faut savoir que les chromosomes, qui sont un peu l'image d'Épinal de l'ADN, dans l'image qu'on a de la manière dont l'ADN est physiquement incarné dans les cellules, les chromosomes n'existent dans cet état-là que dans un tout petit laps de temps qui est la phase de reproduction des cellules. En règle générale, dans la phase de la vie des cellules où elles génèrent des protéines, où la cellule vit et fonctionne, les chromosomes ne sont pas agglutinés comme ça, l'ADN est plutôt laissé libre en forme de plate spaghetti dans le noyau.
Il y a un point très important qui fait partie des découvertes scientifiques qu'on est encore en train de faire aujourd'hui, qui est la compréhension de la manière dont les gènes s'expriment. Je vous ai expliqué à peu près le fonctionnement, l'ADN qui génère une protéine. Eh bien, il y a tout un tas de paramètres externes à l'ADN, donc externes au fameux code de l'ADN, qui font qu'un gène s'exprime ou pas. Alors, il y a les paramètres qui font qu'un gène va s'exprimer de manière différenciée selon le type de cellule dans laquelle on est, dans une de 250 cellules différentes qu'on a dans le corps humain. Mais il y a aussi des facteurs externes qui vont faire que des gènes vont s'exprimer ou pas et vont générer potentiellement des pathologies, des maladies. Et ces facteurs, ils sont au moins de 4-5 types différents. Dans le schéma qui est ici, il y en a quelques-uns qui sont montrés. Il y a ce qu'on appelle la méthylation. La méthylation, c'est en fait des molécules de méthyle, on va dire, pour faire simple, qui s'agglomèrent sur l'ADN et qui vont bloquer l'expression des gènes. Il va y avoir d'autres phénomènes qui vont être des molécules spécialisées qui vont s'agglutiner autour des histones, autour desquels sont enroulés les brins d'ADN, qui vont faire aussi que certains gènes vont s'exprimer ou pas s'exprimer. Et donc toute cette soupe moléculaire qui est extrêmement complexe, on est en train de la découvrir, et on la découvre par type de cellule à la fois. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, on va découvrir qu'une protéine va bloquer au niveau de la méthylation ou au niveau d'une histone l'expression de tel gène dans tel type de cellule. Je vous laisse imaginer la combinatoire qu'il peut y avoir, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, à quoi sert et comment fonctionne le séquençage de l'ADN? Pourquoi on veut séquencer l'ADN? On veut séquencer l'ADN, en général, pour identifier à la fois les protéines qui vont être générées par l'ADN, pour identifier éventuellement des pathologies, et on veut identifier surtout les variations qui peuvent exister dans l'ADN de chaque personne par rapport à un modèle de référence de personnes saines pour identifier par exemple des risques pathologiques ou des risques d'incompatibilité qu'on va voir dans mon exposé. Alors, la question qui se pose, c'est déjà l'ADN, il n'est pas comme ça libre d'accès, puisque l'ADN est dans le noyau d'une cellule qui lui-même est une cellule qui a une paroi. Donc pour récupérer l'ADN qui est dans la cellule, déjà, il faut casser tout ce qu'il y a autour. Donc en général, on sélectionne d'abord un type de cellule. Alors très souvent, dans les examens qui sont faits dans les services de séquençage d'ADN, on s'appuie sur une technique particulière qui est d'utiliser la salive. Donc on va récupérer des cellules dans la salive, parce que c'est facile de les récupérer. On pourrait le faire avec du sang aussi. On va faire de l'extraction. Alors en général, on utilise des produits chimiques qui vont casser la paroi des cellules. Ça peut fonctionner aussi par la chaleur. Souvent en montant en température des cellules, on va pouvoir casser la paroi des noyaux des cellules. Et une fois qu'on va avoir l'ADN en brin, très souvent, dans la plupart des méthodologies utilisées pour le séquençage, on va s'appuyer sur une technique qui consiste à découper l'ADN en petits morceaux. Et on utilise pour ça des enzymes, qui sont des formes particulières des protéines, qui ont la capacité à couper en petits morceaux l'ADN. Et aujourd'hui, dans la plupart des méthodologies qui sont utilisées dans le séquençage, on coupe l'ADN en morceaux qui contiennent quelques centaines à quelques milliers de bases à la queue leu-leu. Ça veut dire beaucoup de morceaux. Dans l'ADN humain, qui est réparti sur 23 chromosomes, nous avons 3 milliards de bases. Donc quand on séquence l'ADN dans les méthodes courantes aujourd'hui, on découpe ces 23 chromosomes comptant 3 milliards de bases en des milliers et des milliers de petits morceaux. Et très souvent, on les coupe en morceaux qui sont coupés à des positions différentes. Et on a beaucoup de redondance. Donc on crée une espèce de soupe de petits brins d'ADN qu'après on va multiplier pour en avoir beaucoup. On a des systèmes de photocopie en gros de l'ADN. On est capable de multiplier ces petits brins avec un truc qui s'appelle la PCR, la Polymerase Chain Reaction, qui permet de dupliquer l'ADN de ces petits morceaux. Et après, on va faire du séquençage. Je vais vous expliquer après comment ça marche. Et après, on va exploiter les données qui sont générées. Donc vous avez vu que ce n'est pas simple quand même comme système. La méthode de séquençage, la première méthode a été inventée dans les années 70. C'est la méthode dite de Sanger. Et cette méthode a été utilisée pendant une trentaine d'années. C'est une méthode qui était extrêmement laborieuse. En gros, je ne vais probablement pas pouvoir vous décrire comment ça fonctionne en détail. J'ai des pointeurs après qui vous donneront le moyen de savoir comment ça fonctionne. En gros, on va être capable de couper l'ADN en deux et de rajouter des bouts de bases complémentaires aux bases de l'ADN, une par une, et on va faire ça base par base, et avec des cycles qui durent plusieurs minutes. Je crois que c'est de l'ordre de 20 à 30 minutes pour chaque base qu'on va rajouter à chaque brin d'ADN. Donc c'est un processus qui est extrêmement laborieux, qui est extrêmement long, et il faut savoir que c'est le processus qui a été utilisé pour séquencer à un coût qui est supérieur aux milliards de dollars le gène complet de l'espèce humaine il y a une quinzaine d'années. Ça a coûté plus d'1 milliard de dollars, parce que c'était un processus qui était très itératif et extrêmement lent. Alors les méthodes ont changé depuis. Depuis 2005,
Il y a des sociétés qui ont inventé des méthodes beaucoup plus rapides, qui permettent non pas que ça coûte $1 milliard, mais que ça coûte quelques milliers de dollars. Donc on a fait des progrès énormes, qui sont plus rapides d'ailleurs que la loi de Moore, et les progrès de la loi de Moore dans la vitesse des processeurs qu'on a connus ces 30 dernières années. Et ça vous montre sur un graphe comment on a fait ces progrès-là avec tout un tas de technologies différentes. Alors moi, je vais vous décrire rapidement les technologies les plus courantes, et pas en rentrant dans le détail parce que c'est trop compliqué, vu le temps qui m'est imparti. Première technologie qui est la plus courante aujourd'hui, c'est la technologie d'Illumina. Alors je vais vous dire un petit peu ce que c'est que Illumina. Illumina, c'est un peu le Google du séquençage de l'ADN. C'est la plus grosse société mondiale qui fabrique des machines de séquençage. Cette société fait plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires, elle est basée aux États-Unis, comme il se doit, et elle a plus de 50% du marché dans son secteur. Ça explique d'ailleurs beaucoup de choses. Quand on a un leader qui est très puissant dans un domaine, ça peut avoir tendance à concentrer le pouvoir dans une seule société, ça peut, dans certains cas, même ralentir l'innovation. Il faut savoir que cette société vend ses machines à des laboratoires de recherche, à des sociétés qui font des études biochimiques, à des études qui cherchent à créer de nouveaux médicaments, et à ces nouvelles sociétés qui cherchent à se positionner dans le domaine du séquençage de l'ADN. Alors la technologie qu'ils utilisent consiste à utiliser des petits brins, à les poser sur une plaque et en gros à rajouter des bases une par une mais en parallélisant le traitement et de faire en sorte de récupérer ces petits brins d'ADN, de les décoder un par un de manière parallélisée pour gagner du temps. Il y a d'autres technologies qui existent. Il y a une technologie qui s'appelle Ion Torrent, ou Ion Proton, qui a été rachetée plusieurs fois par plusieurs boîtes. Maintenant, elle appartient à une boîte qui s'appelle Thermo Fisher. Et cette société utilise une technique qui est voisine de la précédente, mais qui utilise des semi-conducteurs. Et ces semi-conducteurs ont des petits trous et mesurent par une technique de ionisation le rajout des bases une par une. Et on est capable, par une mesure électrique, en gros, pour faire simple, de mesurer la nature de la base qui est rajoutée une par une dans les brins d'ADN pour savoir si c'est une des 4 bases. Je ne vous ai pas décrit le détail des bases tout à l'heure, mais l'ADN est basé sur 4 bases différentes. Et donc, on est capable, une par une, de mesurer quel type de base on a rajouté pour séquencer l'ADN. La technologie la plus fascinante, je trouve, c'est une technologie qui s'appelle Oxford Nanopore, qui est basée sur le principe des nanopores et qui reproduit en fait un fonctionnement qui existe dans les cellules, notamment pour transmettre les protéines au travers des parois des cellules. Et la technique, elle consiste à couper l'ADN en deux, dans ces deux brins, et faire entrer un des brins dans une énorme molécule complexe que vous voyez, qui est cette espèce de chapeau, et avec un système basé sur une électrode au graphène, d'être capable de mesurer, au fur et à mesure que les bases passent, laquelle passe. Toujours pareil, une des 4 passe, et chacune a un signal électrique différent. Et donc, on a une électrode qui mesure au fur et à mesure du passage. Alors, intellectuellement, c'est très satisfaisant. Le problème, c'est que c'est très compliqué à mettre au point, parce que c'est un problème de couturière, en gros. Il faut être capable d'envoyer le brin d'ADN au bon endroit, et il faut l'aspirer par l'autre côté, avec des processus chimiques et électriques, et faire en sorte que le brin le plus long possible passe au travers du trou, et qu'on mesure à chaque fois les bases qui passent. Alors, cette technique, elle est très satisfaisante intellectuellement. Elle a été très longue à mettre au point, et la société qui l'a mise au point, qui est basée en Angleterre, est sur le point de mettre sur le marché le petit truc qui tient dans la main, qui va être capable de séquencer l'ADN. Donc ça, c'est un progrès absolument dingue d'un point de vue technologique et qui va probablement révolutionner le marché. Dernière technique qui pourrait être utilisée, mais qui malheureusement est difficile à mettre au point, c'est d'utiliser un microscope électronique. Pourquoi ? Pourquoi on n'irait pas regarder à l'échelle électronique les atomes dans l'ADN et détecter un par un à quoi ils ressemblent ? Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien, c'est très compliqué à mettre au point, pour une raison qui est très simple, c'est que l'ADN dans une cellule, ou l'ADN dans une solution, une fois qu'on a tout décanté, bah, ça bouge énormément, et les atomes, ils bougent. Donc c'est très très dur de stabiliser les molécules d'ADN pour les regarder une par une, et donc c'est une technique qui pour l'instant n'est pas trop au point, malgré la possibilité théorique d'observer les atomes à l'échelle atomique avec des microscopes électroniques. Alors parfois, vous voyez dans la presse des articles comme celui-là. Ça, c'est un article que j'ai trouvé dans Ubergizmo. Ubergizmo, c'est un blog techno qui, d'ailleurs, est très connu aux États-Unis et qui a été créé par des Français qui sont basés dans la Silicon Valley. Et Ubergizmo, il publie un article comme celui-là. On vous dit, tiens, un scanner d'ADN imprimé en 3D et qui se plug sur un téléphone. C'est magique, ça. Bon, alors, il faut savoir que la partie qui est imprimée en 3D, c'est juste la partie en plastique. Ce n'est pas la partie qui analyse l'ADN lui-même. Et ce scanner d'ADN, en l'occurrence, j'ai regardé ce qu'il faisait, ce n'est pas vraiment un scanner qui scanne l'ADN base par base, c'est un système qui mesure la taille des brins et qui mesure des paramètres périphériques à l'ADN, mais qui ne fait pas du séquençage à proprement parler. Alors, une fois qu'on a nos petits brins d'ADN qui ont été séquencés, qu'est-ce qu'on a comme résultat ?
En fait, on a une suite de lettres qui sont ATCG, qui sont des lettres qui indiquent les suites de base de l'ADN. Et on a plein de petits bouts. Et on a en fait un espèce d'énorme puzzle gigantesque qu'il faut reconstituer avec des outils informatiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve des petits bouts d'ADN de quelques centaines de bases à la queue leu-leu qui correspondent à des endroits coupés un peu n'importe où dans l'ADN de tous les chromosomes. Et il faut être capable de reconstituer ça avec des outils qui vont être capables de prendre chacun des bouts de puzzle et de les faire correspondre à une référence qui est le fameux séquençage qu'on a fait il y a 15 ans pour l'espèce humaine. Sachant qu'on reproduit le problème avec le séquençage d'autres espèces vivantes. On ne séquence pas que l'ADN humain. Et donc, on est obligé de faire ce matching. Et ce matching, il doit non seulement être capable de faire le raccommodage entre l'ADN de référence et les petits bouts de puzzle, mais il doit être capable aussi d'identifier les variations entre l'ADN qu'on a séquencé et l'ADN de référence. Et on retrouve ce qu'on appelle des SNP, ou des polymorphismes, donc dans les colonnes, où on est capable d'identifier, tiens, là, il y a une modification. Et très souvent, une modification à un endroit précis, c'est une modification qui va correspondre à un défaut génétique et potentiellement à l'émergence d'une pathologie spécifique chez un patient, chez une personne. Alors, soit c'est une pathologie qu'on a déjà identifiée, genre la trisomie 21, soit c'est une pathologie potentielle, genre un risque d'obtenir la génération d'un diabète une fois qu'on est âgé, si en tout cas on a une mauvaise hygiène de vie, ou un risque d'être atteint de la maladie d'Alzheimer, ou un risque d'avoir un cancer. Sachant qu'un cancer, les études disent que 15 à 20% d'un cancer vient de modification de l'ADN de ce type-là, et le reste peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire de l'épigénétique. Il va venir de l'environnement, de ce qu'on mange, de ce qu'on respire, de notre mode de vie, et donc de facteurs qui sont externes à l'ADN. Et c'est la combinaison des deux, qui est compliquée à analyser, qui fait qu'on va être atteint d'un certain nombre de pathologies. Alors, il y a des logiciels spécialisés pour ça, qui sont capables de raccommoder ces bouts d'ADN. Et ensuite, il y a des logiciels qui sont capables de faire la cartographie de l'ADN pour être capables de positionner précisément dans l'ADN les différents gènes. Et il faut savoir que l'étude de l'ADN, une fois qu'il est séquencé, pour identifier où sont les gènes, où sont les parties qui correspondent dans les gènes à la génération des protéines, où est la partie dormante de l'ADN qui ne sert pas à générer des gènes, mais qui ne sert pas à générer les protéines, mais qui est dans les gènes, c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on pense que dans l'ADN humain, on a environ 30 000 gènes, qui génèrent donc 30 000 protéines différentes dans les 250 cellules différentes que nous avons dans le corps, des cellules osseuses à toutes les autres cellules que nous avons sur nous. Et on ne sait pas encore aujourd'hui dire exactement quelles sont toutes les protéines qui sont générées par les cellules à partir de notre ADN. Parce qu'on n'a pas identifié tous les gènes qui génèrent toutes les protéines. Et par ailleurs, on n'a pas encore été capable d'identifier le fonctionnement exact de toutes les zones dites non codantes de l'ADN, qui dans certains cas génèrent de l'ARN, c'est-à-dire le bout d'ADN transcrit qui sert à générer les protéines, parce qu'il y a certains bouts d'ADN qui ne génèrent pas de protéines et qui ont un fonctionnement dans la cellule qui sert à réguler le fonctionnement de certaines protéines ou le fonctionnement de certains gènes. Donc c'est extrêmement complexe et on est encore en train de découvrir ça à petite cuillère. Là, je vous ai donné quelques indications sur la taille des gènes et la taille des bases d'ADN selon les espèces vivantes. Alors selon qu'on est dans des espèces très simples ou des espèces complexes comme l'homme, on a un ADN qui est plus ou moins compliqué. Les bactéries et les virus ont en général un ADN qui est court, très compact, dans lequel il n'y a pas de zone non codante, alors que l'ADN des mammifères est très complexe et contient beaucoup de zones non codantes, qui sont liées à la maturation de la vie et à la complexité de la vie. Par contre, on a des surprises quand on regarde ces graphes. On découvre par exemple que l'ADN du maïs ou l'ADN du blé est 2 fois plus compliqué que l'ADN humain. Pourtant, on dirait le blé, c'est simple, hein, l'espèce vivante des plantes a l'air beaucoup plus simple. Ben non, la maturation des espèces vivantes dans le domaine du vivant a pu générer des molécules extrêmement complexes et une complexité de la vie qui est plus complexe que celle de l'espèce humaine. C'est bon à savoir. L'autre chose que le séquençage de l'ADN a permis de déterminer, c'est en fait de valider un truc tout bête qui s'appelle le principe de Darwin, l'évolution des espèces. On sait par exemple qu'avec le chimpanzé, on a uniquement 1,5% d'ADN différent avec le chimpanzé. Et quand on remonte les espèces de singes, on retombe avec le orang-outan et avec toutes les espèces de singes à peine, je crois, je me suis trompé en fait, c'est 0,5% pour le chimpanzé, et on a 1,5% d'ADN différent avec l'ensemble des singes. Et si on remonte à 1 milliard d'années, avec toutes les espèces vivantes, on est capable de remonter à la cellule primitive,
qui a généré la première cellule avec un noyau. Et donc, on est capable de reconstituer, en séquençant toutes les espèces vivantes, tout l'arbre de la vie, et le principe de Darwin est vérifié. Mais ça se fait sur un laps de temps qui est très long, évidemment. Donc, le premier homme, je crois que le premier homme, l'Homo sapiens, selon les estimations, a environ 60 à 100 000 ans d'ancienneté. Ça correspond à peine quelques milliers de générations, en fait, puisque les générations, c'est environ 20 à 30 ans. Donc, en fait, l'homme a évolué sur 60 à 100 000 ans, sur à peine quelques milliers de générations. Et c'est grâce à ça qu'on est capable d'identifier que, en séquençant notre ADN, on est capable de dire que telle personne a telle origine et telle espèce, c'est-à-dire venant d'Afrique, venant d'Asie, venant de tel continent, venant de telle ethnie. Pourquoi? Parce qu'on est capable de remonter sur à peine quelques milliers de générations pour savoir faire ce genre de calcul. Combien ça coûte le séquençage? Une question, ça. Il y a une courbe qui montre l'évolution du coût du séquençage dans le temps. Le séquençage coûtait très cher, je vous ai dit, hein, des milliards de dollars, plus d'1 milliard de dollars il y a une quinzaine d'années. Et quand Illumina, avec ses nouvelles technologies de séquençage parallèle, est arrivé, tout d'un coup, ça a fait chuter le coût du séquençage jusqu'à à peu près 2010. Et vers 2010-2011, tout d'un coup, le progrès s'est arrêté. Et le progrès s'est calmé. On voit cette deuxième courbe grise que je vous ai mis, qui est moins rapide que celle qu'on avait avant, la loi de Moore. Et pourquoi tout d'un coup ça s'est arrêté? Alors en fait, ça s'est arrêté pour plein de raisons. La première qui est que, en fait, c'était compliqué de mettre en place des techniques de séquençage ultra parallélisées telles que celles que j'ai décrites tout à l'heure, comme celle d'Oxford Nanopore, qui fonctionne en théorie, mais qui en pratique est 10 au ramètre au point. Et il y a une autre raison qui est toute bête, qui est plutôt macroéconomique, qui est liée au fait qu'on n'a pas encore aujourd'hui trouvé de réels usages grand public, donc de marché de volume, au séquençage complet d'ADN. Et je vais expliquer ça dans les slides qui viennent. Après, il y a une autre considération qu'il faut prendre en compte, c'est quel est dans le séquençage de l'ADN le coût qui est biologique, donc le coût de l'analyse de l'ADN en tant que tel, et le coût informatique qui est derrière. Jusqu'à présent, on en était à peu près à un équilibre 50-50. Et dans les années qui viennent, avec les techniques de parallélisation du séquençage de l'ADN, on va voir baisser progressivement le coût biologique du séquençage et on va voir augmenter la part du coût informatique. D'autant plus que l'usage de l'ADN et de son séquençage va être lié à la création de thérapies géniques, à la création d'outils d'analyse qui vont être de plus en plus performants, de plus en plus puissants. Il y a de plus en plus de techniques qui consistent à analyser les variations de l'ADN par personne, comparer l'ADN des personnes avec les maladies qu'ils ont, avec l'endroit où ils vivent, l'air qu'ils respirent, les choses qu'ils mangent, et être capable par ce biais-là d'identifier les sources de pathologies qui viennent d'un côté de l'ADN et d'un autre qui viennent du mode de vie. Et on est capable de croiser les deux, et ce sont des choses d'ailleurs que Google a financées dans des établissements de recherche aux États-Unis. Il y a des sociétés qui se sont lancées aussi pour créer du matériel et des logiciels spécialisés dans l'analyse de l'ADN. Il y a d'un côté des sociétés comme celle qui est à gauche, qui proposent des cartes graphiques, qui utilisent des processus voisins des GPU, qui s'installent dans des PC et qui sont capables d'accélérer le traitement du fameux puzzle que j'ai décrit tout à l'heure. Et on a d'autres sociétés, notamment Personal Genomics, qui est une société française mais établie à San Diego aux États-Unis, qui a été créée par des Bordelais, et qui est capable de fournir des logiciels en cloud, capable d'analyser le résultat du séquençage pour en identifier les gènes, les protéines et le fonctionnement complet de l'ADN de chaque personne. Maintenant, quelles sont les boîtes qui sont derrière? Alors les boîtes qui sont derrière, paradoxalement, il n'y en a pas tant que ça. Dans toutes les boîtes qui se lancent dans le monde de la santé, dans les medtech ou les biotech, il y a relativement peu d'entreprises qui sont lancées dans le séquençage. Vous voyez ici, quand on prend le total des financements de start-up financés, identifiés par Crunchbase, qui est une base américaine qui identifie toutes les boîtes financées par le capital risque, eh bien les medical devices, ce n'est pas énorme en fait. Il y a beaucoup de projets qui sont financés dans le domaine de la santé, mais pas spécifiquement dans les medical devices. Là, je me suis fait à la main, rouler sous les aisselles, un tableau avec toutes les start-up du séquençage. Et j'ai essayé de les classifier. Il y a celles qui sont mortes. C'est classique dans les startups, dans tous les domaines, il y a des startups qui se financent et qui meurent. Il y a celles qui sont à même de proposer des nouvelles technologies, mais qui ne sont pas encore disponibles, c'est ce qui est en orange, et il y a celles qui sont disponibles en vert. Et très souvent, d'ailleurs, celles qui sont disponibles en vert ont été rachetées par des grosses boîtes. Et ça, c'est un processus de l'innovation qui n'est pas spécifique au séquençage de l'ADN. On a exactement le même principe dans quasiment tous les marchés, avec les morts, les pas dispo,
genre le projet objet connecté financé sur Kickstarter, qui n'est toujours pas disponible 18 mois après son lancement sur Kickstarter, ça arrive tous les jours. Et bien, on a le même processus ici dans le domaine du séquençage de l'ADN. Maintenant, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de sociétés qui vous parlent de séquençage de l'ADN, mais en fait qui ne font pas du séquençage de l'ADN. Il y a ce qu'on appelle le génotypage. Le génotypage, c'est une technologie qui n'est pas chère aujourd'hui, qui effectivement est disponible à moins de 100 $ par personne, qui permet d'identifier des gènes différents selon les personnes par rapport à des gènes de référence. Donc il permet d'identifier dans nos gènes les gènes qui génèrent des pathologies potentielles. Et ça coûte pas cher. Alors que le séquençage complet, base par base de l'ADN, coûte encore aujourd'hui plusieurs milliers d'euros, en gros entre 1 000 et 3 000 euros selon qu'on intègre les coûts informatiques ou pas, et l'ensemble des coûts de traitement. Et donc les usages du génotypage, c'est plutôt des usages qui sont liés à des tests de paternité. C'est avec ça qu'on est capable d'identifier les restes quand il y a un accident d'avion, par exemple, pour identifier les personnes qui sont mortes. C'est avec ça qu'on fait de la police scientifique, qu'on est capable, 20 ans après, d'élucider des crimes pour identifier que la mec qui est en prison depuis 20 ans, c'est pas le bon tueur, alors que le tueur est en liberté, et qu'en fait, on l'a retrouvé par un autre moyen. C'est avec ça aussi qu'on est capable d'identifier, par exemple, des tests de pharmacologie, c'est-à-dire on est capable d'identifier qu'une personne est tolérante ou pas à certains types de médicaments. Tout ça, on sait le faire pour pas très cher aujourd'hui. Alors que le séquençage complet de l'ADN, qui ne sert finalement pas à grand-chose encore aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que le marché est un petit peu figé, eh bien, lui, il a moins d'usages aujourd'hui, c'est plutôt dédié à des usages dans la recherche ou à des usages liés d'ailleurs à des éléments du vivant qui ne sont pas forcément liés à l'homme. Ça, c'est un exemple de machine qui est utilisée dans le marché aujourd'hui pour faire du séquençage d'ADN, mais au niveau du génotypage, donc au niveau simplement de l'identification de variations dans les gènes. Et c'est utilisé avec des machines qui utilisent des petites cartes qui sont capables de détecter des variations. Et donc, cette machine, je vais y revenir derrière parce que je veux dire qui l'utilise sur le marché, elle est capable d'utiliser ces petites bandes, et ces petites bandes vont être capables de détecter jusqu'à 500 000 variations de l'ADN par rapport à l'ADN de référence qui a été déjà identifié il y a une quinzaine d'années pour les espèces humaines. J'essaie d'avancer, voilà. Voilà le processus, je passe parce que je n'ai pas le temps. Alors maintenant, on va parler de l'usage du séquençage. À quoi ça sert et quelles sont les boîtes qui sont derrière. Et je vais vous donner quelques exemples de boîtes qui sont derrière. Alors, l'exemple le plus connu, c'est 23andMe, dont vous avez sûrement entendu parler si vous suivez l'actualité. 23andMe, c'est une société qui a été créée en fait par l'ex-femme de Sergey Brin, qui est l'un des deux fondateurs de Google. Et cette boîte, elle propose un génotypage en fait, qui s'appuie sur la machine que je viens de présenter tout à l'heure d'Illumina. Ce n'est pas du séquençage, c'est fait pour 100 $, et ils sont capables en fait, de vous dire, en gros, avec cette machine-là, si vous venez de telle région ou de telle région. Ça permet aussi de faire des croisements. Ça permet de dire « je suis ton père » ou « je ne suis pas ton père ». Il y a des gens comme ça qui découvrent que leur père n'est pas leur père. Bon. Il y a parfois des gens qui découvrent leur cousin, parce qu'on est capable d'identifier qu'on est parents plus ou moins éloignés. Et comme ils ont capté l'ADN de plein de personnes, je crois de centaines de milliers de personnes jusqu'à présent, ils sont capables de créer des liens de parenté entre les personnes. Alors il se trouve que pour des raisons de régulation aux États-Unis, 23andMe ne vous permet pas d'identifier les maladies que vous pourriez avoir. Aux États-Unis. Par contre, si vous êtes hors des États-Unis, ils ont le droit de le faire. Et comme ils ont créé des bases de données qui sont énormes avec plein de données et plein de variations de gènes avec des personnes situées partout dans le monde, eh bien, ils ont vendu ces données à d'autres sociétés, notamment Pfizer dans la pharmacie. Donc, si vous êtes chez 23andMe, eh bien, peut-être que vos données personnelles vont se retrouver dans une autre boîte pharmacie qui ne vont pas forcément utiliser les données à l'échelle personnelle, mais qui vont être capables de faire des études épidémiologiques, des études macroéconomiques sur la santé pour voir d'où viennent les maladies et éventuellement identifier des méthodes pour traiter certaines pathologies. Alors parfois, ça donne lieu à ça. Vous connaissez ça? Le gène du trou du cul. Et c'est une blague, en fait. Hein. C'est le Gorafi américain. Vous comprenez ce qu'il y a dedans, hein? Donc les gens qui achètent des BMW sont des trous du cul parce qu'ils ont un gène du trou du cul qui a été identifié par une étude sur 400 conducteurs de BMW. Ça, c'est le genre de bêtise qui va arriver sur Internet de manière assez courante dans les années qui viennent. Alors, si on passe aux choses plus sérieuses, on a des boîtes comme celle-là qui vous proposent des tests de compatibilité pharmacologique. Donc, ils vous font un génotypage de l'ADN et ils vont être capables de vous dire, bah, écoutez, vous allez être tolérant à tel ou tel médicament ou pas. Donc, c'est l'équivalent des tests d'allergie qu'on fait avec
des pics dans la peau, hein, dans certains cas de figure. Et là, on va être capable de vous dire voilà, les médicaments que vous êtes capable d'absorber ou pas. Ça peut être très intéressant, par exemple, pour tester la tolérance à certains médicaments qui sont utilisés dans les anesthésies. Ça peut être une manière de tester la tolérance à certains anesthésiens. Autre société, alors là, ça fait un peu plus froid dans le dos. Ça, c'est des tests de prénataux ou de préconception. Donc c'est du genre, vous croisez une fille, vous la draguez, mais vous dites, ah, principe de précaution, est-ce que les enfants que je vais pouvoir créer avec elle vont être sains, à cause d'elle ou à cause de moi? Et donc vous pouvez lui piquer de la salive, par les moyens que vous choisissez, ou lui piquer une autre partie vivante de son corps, par le moyen de votre choix, et vous le mettez dans une enveloppe, et vous l'envoyez à 23andMe, à une autre société, et elle va être celle-là en l'occurrence, elle va être capable de vous dire, les enfants que vous allez procréer ensemble vont être sains ou pas. C'est une forme d'eugénisme en fait. Et ça existe. Et ils sont capables de vous identifier les 450 maladies qui sont listées ici à partir de ces tests de génotypage. Bon, ça fait un peu froid dans le dos. Vous avez d'autres sociétés qui sont capables, là, non pas de faire du génotypage, mais de séquencer base par base votre ADN, et notamment pour identifier avec précision les risques pathologiques dans certains cancers ou dans certaines maladies cardiovasculaires. Il y a des sociétés qui fournissent ce genre de service. Alors on se demande dans quel cas c'est utilisé. C'est utilisé dans des cas extrêmement particuliers, pour lesquels on veut vraiment savoir très finement comment votre ADN est codé pour savoir quelle pathologie ça pourrait générer dans notamment le cas de cancer. Il y a même des sociétés qui sont créées, comme Mubiome, qui est ici. C'est une société que j'ai découverte à l'Eweb à Paris en décembre dernier. C'était une société qui pitchait dans les pitchs de start-up. Et c'est une société qui vous séquence non pas votre ADN à vous, mais qui vous séquence l'ADN de l'ensemble de vos bactéries qui sont notamment dans vos tubes digestifs. Alors à quoi ça sert? Je ne sais pas, précisément. En fait, ça sert à identifier des pathologies que vous pourriez avoir ou des résistances spécifiques que votre macrobiome pourrait générer vis-à-vis de certains aliments ou de certaines résistances particulières. Ça peut servir à ça. Mais ça, c'est un champ d'investigation qui est complètement nouveau, qui a été créé par ces startups relativement récemment. Le séquençage de l'ADN, ça peut servir, quand on le connaît très bien, à guérir des maladies qui, elles, sont très très graves. La dystrophie musculaire, qui est la fameuse myopathie de Duchenne, dont on parle tous les ans au Téléthon en décembre, c'est une maladie qui empêche les muscles de développer chez une toute petite partie de la population, ça fait partie de ces maladies génétiquement rares. Eh bien, la connaissance de l'ADN et la connaissance du fonctionnement de la séquence de l'ADN qui génère la protéine, qui est la dystrophine, qui génère le fonctionnement des muscles, eh bien, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et il y a une manière d'identifier de manière très précise dans l'ADN la partie du gène de la dystrophine qui va éviter cette pathologie. Par contre, c'est très compliqué de modifier l'ADN par du génie génétique, il y a des sociétés qui le font. C'est très compliqué d'implanter un ADN modifié dans une cellule, avec en général les virus, et c'est très compliqué après de l'implanter au bon endroit dans les muscles pour guérir cette maladie. Eh bien, cette maladie, il y a des gens qui travaillent dessus, en France, au Généton, à Évry, et qui sont en train de travailler sur la création de thérapies cellulaires et de thérapies génétiques pour corriger cette maladie. Ils ont même construit une usine pour ça. Ça s'appelle Biopark, et le petit gars qui est en bas, c'est mon cousin. C'est mon cousin qui est patron de ce truc-là. Et cette usine, qui a été construite en 2012, est en train de démarrer la pré-production de pré-tests de la correction de cette pathologie et de l'appliquer à tout un tas de pathologies qui vont guérir toutes ces maladies rares d'origine génétique. Il y en a plein qui affectent tout un tas de gens. Il y a peu de gens qui sont affectés par chacune des maladies, mais il y a beaucoup de maladies d'origine génétique qui peuvent être traitées grâce à la connaissance du génome et grâce à tout le génie qui est créé derrière pour modifier le gène et corriger les pathologies. Il y a encore d'autres sociétés, j'en ai listé ici. Celle-là, alors c'est une société qui s'appuie sur cette machine et qui est capable d'imprimer de l'ADN. Et oui, ça existe depuis 10 ans. On est capable d'imprimer de l'ADN sur mesure. C'est-à-dire de créer des gènes sur mesure qui vont être capables de corriger des gènes existants, voire même d'inventer des gènes qui n'existent pas pour créer des protéines qui n'existent pas, qui pourraient traiter des maladies qu'on a identifiées. Voire de créer des produits qui n'existent pas, comme ce complément alimentaire que je ne connaissais pas, qui est produit par cette société qui a été inventée par Craig Venter, qui est l'un des premiers à avoir séquencé l'ADN il y a une quinzaine d'années, complètement. Eh bien, il a inventé, à partir de son imprimante à ADN, des protéines qui permettent d'être en meilleure santé. Bon, alors je ne sais pas si c'est expérimenté de manière extensive, mais ça existe sur le marché.
Vous voyez, hein, c'est passionnant. Hein. Et encore, je ne fais que survoler le sujet de manière assez approximative, parce que moi je suis un escroc, j'y connais rien. Tout ça, je l'ai lu sur Internet, j'ai lu des bouquins, je suis en train de me palucher des dizaines de bouquins en anglais qui font des centaines, voire des milliers de pages, pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. J'essaie de me documenter pour comprendre ce qu'on raconte sur le sujet. Et c'est un sujet complexe, c'est un sujet où il y a encore beaucoup d'inventions à créer, c'est un sujet où il y a plein de startups qui vont se créer ou qui se sont créées, qui vont faire avancer l'état de l'art dans différents domaines. Alors il y a des Chinois qui travaillent sur l'eugénisme, hein, ils sont en train d'essayer d'identifier des gènes de l'intelligence. Bon, je ne sais pas s'il existe de gènes de l'intelligence. Mais il y en a d'autres qui veulent guérir des cancers grâce à ça. Il y en a d'autres qui vont traiter ces maladies rares, c'est ce dont je viens de vous parler. Il y a d'autres sociétés qui vont lutter contre le vieillissement, et ça sera peut-être un des sujets de notre discussion tout à l'heure dans la table ronde. Et enfin, il y a aussi des travaux qui sont faits sur la connaissance de l'ADN dans les espèces vivantes, notamment végétales, pour créer des OGM plus sûrs, qui permettront de résister aux insecticides, mais avec peut-être moins d'effets pervers tels que ceux que certains OGM peuvent générer aujourd'hui. Donc en fait, le champ de l'ADN, c'est un champ immense qui occupe des milliers et des milliers de chercheurs dans le monde entier, y compris en France, qui créent des opportunités extraordinaires qui sont à la croisée des chemins entre la biologie, la chimie, l'informatique, pour créer de nouveaux traitements qui vont permettre de créer une vie meilleure. Et donc, je pense que ça mérite d'être creusé, ça mérite d'être un sujet intéressant, au même titre que l'amélioration du rendement publicitaire sur Internet dans la mobilité. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé au sujet, c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous ma passion pour la découverte de ce sujet-là. Et donc, je vous remercie, et on va passer à l'intervenant suivant.